Bien, mais bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire de la semaine des journées techniques vignes et vins bio. Donc, j'espère que vous avez participé à pas mal de réunions, que ce soit sur le terrain ou en webinaire. C'était très intéressant. Je n'ai pas pu participer à tous, mais aux quelques-uns que j'ai pu participer, j'ai appris moi aussi. Donc, j'espère que vous en avez fait de même. Donc, dernière intervention sur la protection, biocontrôle et alternative au cuivre. Donc, ça fait un peu entre le début de la semaine et la fin de la semaine, puisqu'on a commencé par le cuivre. Bon, on va finir par parler du cuivre à nouveau, mais pas que. Donc, justement, des biocontrôles et des alternatives. Interviendront aujourd'hui donc Nicolas Aveline de l'IFV, Fabien Bougès qui est un viticulteur, donc il parlera de sa propriété sur une propriété en entre-deux-mers entre Sauveterre de Guyenne et La Réole. Séverine Dupin de la Chambre d'agriculture, Claire qui n'interviendra que s'il y a problème, mais normalement elle ne devrait pas intervenir, qui est aussi de la Chambre d'agriculture, et moi-même qui animerai, qui prendrai les questions et qui poserai les questions à la fin de l'intervention. Donc vous pouvez poser vos questions soit dans l'espace de discussion, soit dans l'espace questions et réponses. Vous les posez au fur et à mesure. Si vraiment il y a besoin d'intervenir pour préciser quelque chose auprès des intervenants, je le ferai. Sinon, on posera toutes les questions en fin de présentation. Donc, on va aborder le cuivre. Je vais parler du cuivre puisque, effectivement, en bio, c'est un élément essentiel. On l'a vu en début de semaine sur le premier webinaire. Donc, un petit rappel, c'est qu'on est limité à 28 kg de cuivre métal sur une période de 7 ans, de 2019 à 2025. En 2025 sera réétudiée l'autorisation du cuivre au niveau européen. Donc, ce qui fait une moyenne actuelle de 4 kg par hectare et par an. On peut aller jusqu'à 6 kg. Le lissage existe dans certaines mesures. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça a été expliqué là aussi lundi. Donc, vous pourrez reconsulter ce webinaire. Mais ça limite effectivement en moyenne à 4 kg. Et effectivement, en Gironde, 4 kg, ça peut être un petit peu compliqué, alors même en Nouvelle-Aquitaine, hein, plus qu'en Gironde. Donc, il va falloir réfléchir à ces quantités de cuivre et voir comment à la fois on peut respecter la réglementation avec 4 kg. Voilà, dans certaines mesures et dans certaines conditions particulières de climat, notamment, ça peut être difficile. Existe-t-il des méthodes complémentaires pour réduire, si possible, l'usage du cuivre dans la protection mildiou, la protection en agriculture biologique, en viticulture proprement dite? Donc, il y a un recensement des essais qui a été mené par les partenaires donc de la recherche sur le cuivre, hein, avec ACTA, l'INRA, les chambres d'agriculture, l'IFV, avec des projets différents. Tu vas intervenir là, Séverine, ou je te laisse déjà la main? Moi, si tu veux, je peux expliquer. En fait, donc, il y a une cellule ministérielle, recherche, innovation, transfert, qui existe sur la thématique du cuivre en viticulture, qui est en fait coordonnée pour le cuivre en viticulture par l'IFV. Et cette cellule ministérielle, historiquement, donc, elle a été montée pour la gestion du glyphosate. Donc, elle regroupe INRAE, l'APCA, donc le regroupement des chambres d'agriculture, avec un représentant à chaque fois pour chaque institut technique agricole. Donc, pour les instituts techniques agricoles, c'est l'IFV qui s'en occupe et c'est Éric Chantelot qui dirige l'équipe. J'ai été nommée au titre de la PCA pour... Ah, ça coupe de temps en temps votre micro là. On ne t'entend plus. Représenter l'ensemble des chambres d'agriculture. Là, c'est Mieux ? revenu. On a entendu le putain. C'était un problème d'Internet. Bon, et donc, je disais, pour INRAE, c'est une personne qui n'est pas très habituée de la viticulture, Didier Angon, qui a été nommé, qui avait rédigé en fait la note INRA de 2018 sur le cuivre pour la protection des cultures. Au niveau des projets qu'on va vous présenter en Nouvelle-Aquitaine, donc on commencera par un projet sur l'optimisation des quantités de cuivre au petit cuve Vitibio qui sera présenté par Nicolas Aveline. Ensuite, avec Fabien Bougès, on vous fera un retour sur le projet Alpfongi Biocontrôle, qui est un projet de la filière et qui est mené par les partenaires du Vinopole, donc l'IFV, la Chambre d'agriculture et le CLEFPA, sur l'intégration de produits de biocontrôle dans les stratégies de traitement. Et puis, on terminera sur les méthodes physiques et un peu toutes les nouvelles méthodes, donc à nouveau avec Nicolas.
Donc juste dans ce qu'on a recensé pour la cellularité, il y a vraiment une grande diversité de solutions qui ont pu être testées, que ce soit des substances de base d'origine minérale, végétale, des méthodes physiques, des outils d'aide à la décision, les variétés résistantes aux maladies. Et là où on a la plus grande diversité, c'est sur les substances de base d'origine végétale. Comme vous voyez, il y a vraiment un peu tout qui a été testé. Il y en a un nombre assez incalculable. Ça ne veut pas forcément dire que toutes fonctionnent, mais toutes celles qui sont ici citées ont été travaillées. Il y a eu un projet CASDAR il y a quelques années sur les huiles essentielles. Donc, il y a eu un certain nombre d'huiles essentielles qui ont été évaluées dans le cadre de la protection milieu et de la réduction du cuivre. Et une autre thématique assez prégnante en ce moment, les stimulateurs de défense des plantes. Donc, soit sous forme de produits, soit sous forme d'activation physique via les UV. Voilà pour ce recensement rapide. Donc, je laisse la parole à Nicolas. Excusez-moi. Hop là, voilà, on fait un petit remplacement. Bonjour à tous, donc Nicolas Blic de l'IFV. Donc je vais vous parler effectivement des outils d'aide à la décision et pour optimiser les doses. Hein, ce que vous a dit Séverine, vous avez vu, en fait, il y a deux grandes solutions pour se passer, enfin en tout cas diminuer les doses de cuivre. On peut parler des réductions avec des modèles et des outils, et puis on peut chercher aussi des alternatives. Donc là, on est plutôt sur la partie outils et réduction des doses de cuivre. La souris. Ah, c'est la souris, d'accord. Hop, ok. Donc notre projet qui s'appelle Opsé, en fait, sur l'utilisation d'un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Decitret. Donc il y a un outil qui a été créé à l'IFV par notre collègue Alexandre Davy. Et en fait, cet outil permet de synthétiser pas mal d'informations sur les traitements de la vigne, que ce soit les données météo, la modélisation, des modules de doses comme Optidose, etc. Et grâce à ça, en fait, on peut, le logiciel nous donne des indications pour traiter au meilleur moment et une dose à appliquer. Donc ce logiciel, en fait, nous, ce qu'on voulait avec Séverine, c'était à partir des doses de cuivre qu'il pouvait proposer, qui vont à peu près de 100 à 600 grammes, en tout cas pour la version qu'on avait à l'époque. L'idée, c'était de diminuer encore ces doses de référence qu'il nous proposait sur le cuivre. Donc pour ça, en fait, on a pris en compte des choses qui n'étaient pas spécialement prises en compte dans le logiciel Decitret. Là, je vous ai mis un petit peu tous les critères qu'on pouvait regarder. Et nous, on s'est focalisé en fait sur la dose qui a été appliquée au dernier traitement, avant de prendre la décision de traiter. La dernière dose qui a été appliquée, et on a pris en compte deux critères qui n'étaient pas pris en compte dans Decitret, c'est la pousse et le lessivage. Pour essayer de se dire, au moment où on va traiter, qu'est-ce qui peut encore rester comme cuivre par rapport au dernier traitement qui a été fait, et si cette quantité qui reste, est-ce qu'on peut la défalquer de la nouvelle quantité qu'on veut appliquer au moment T. Et donc, il y a deux critères qui jouaient sur cette quantité, c'est la pousse de la vigne et le lessivage, bien sûr, par les cumuls de pluie. Donc, en 2019, notre premier module OptiCuivre, qui est un petit fichier Excel, en fait, qui reprend les données de Decitret, la météo, et puis un petit modèle sur la pousse de la vigne. L'idée, en fait, c'était de reprendre ces deux critères. Donc, en fait, les critères, en gros, c'était au bout de 7 jours, la vigne a assez poussé et, en fait, la quantité qu'on avait appliquée, elle retombe à 0 au bout de 7 jours. La même chose avec le cumul de pluie. On allait de 0 à 20 mm. À partir de 20 mm, il restait 0 g de cuivre. Alors, la décroissance n'était pas la même. Hein. Pour la partie pousse, c'était vraiment une diminution linéaire. Pour le cumul de pluie, on était plutôt sur une courbe voilà, qui descendait doucement, avec dans les premiers millimètres, vraiment une diminution importante des quantités de cuivre, et puis après qui diminuait tout doucement jusqu'à 20 mm. Voilà. Alors à partir de ça, on a travaillé, et puis en 2020, on a un petit peu amélioré le module OptiCuivre en rajoutant des contraintes, en disant par exemple que si Decitret nous donnait une quantité plus grande que 400 grammes de cuivre métal par hectare, nous, on restait figé à cette dose-là. C'est-à-dire 500, 600 grammes, c'est des choses dans la pratique qui sont moins courantes. En tout cas, nous, on l'a remarqué avec les viticulteurs bio qu'on a suivis pour ces essais. Donc, on a écrété en fait les données à 400 grammes. Et puis, sur la pousse aussi, en 2020, on s'est rajouté des moments de pousse lente, parce que c'est vrai que de 1 à 7 jours, c'est quand même assez peu. Hein. Et on pouvait aller jusqu'à 14 jours pour la diminution en fait, linéaire du cuivre.
Alors, les essais ont été menés sur des grandes parcelles, hein, sur la vallée de la Dordogne. Vous avez ici les petits points bleus qui montrent un petit peu la localisation des essais. Et ils ont été suivis donc par les partenaires du projet, donc IFV, Chambre d'agriculture de la Gironde, Chambre d'agriculture de la Dordogne, et puis Agrobio Gironde et Agrobio Périgord. Le projet, bien sûr, hein, je ne l'ai pas dit au départ, mais il est financé par la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Donc l'expérimentation, c'est une expérimentation participative, c'est-à-dire que le viticulteur est acteur, hein, de l'expé. En fait, il va respecter ce que donne le modèle OptiCuivre, hein, des citrètes plus OptiCuivre, sur une petite partie d'une parcelle. Donc là, vous la voyez en rouge. Et puis, on va noter avec des petites placettes de notation, hein, sur ces différents rangs. On va noter le développement de la maladie du mildiou. Et on va noter aussi à côté, sur les rangs adjacents, qui sont cette fois-ci traités avec la stratégie classique du viticulteur, aussi le développement de la maladie, pour essayer de comparer, pour voir si avec notre modèle, on fait mieux, moins bien que ce que fait le viticulteur d'habitude. Voilà les résultats. Alors c'est très rapide, on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais ce qu'il faut retenir en gros, hein, c'est que voilà, on a eu deux saisons qui sont très différentes, puisqu'en 2019, on avait une pression qui était plutôt moyenne, hein, du mildiou, et 2020, par contre, une pression très forte, surtout dès le début de la saison, qui a été assez violente. Ce qu'on peut remarquer, c'est que si on prend les moyennes, il n'y a pas de grosse différence en fait entre les 2 années, si on prend les moyennes des 5 sites là, que j'ai résumés. Par contre, les traitements n'ont pas été concentrés toujours au même moment. Et on arrive entre 3,4 kg et 3,6 kg de cuivre par hectare et par an, ce qui est déjà pas trop mal. Par contre, si on différencie en fait les 2 types d'essais, c'est-à-dire que certains viticulteurs ont suivi le modèle à la lettre, c'est-à-dire qu'ils ont suivi les recommandations de l'outil pour le positionnement des traitements cuivre et aussi pour les doses. Là, on a des grosses différences. Par contre, il y a des viticulteurs qui ont utilisé le modèle juste pour connaître la dose qu'ils devaient appliquer, c'est-à-dire que le choix du traitement, c'était toujours eux qui le prenaient et ils ne suivaient pas obligatoirement le modèle. Là, pour le coup, on n'a pas de grosse différence en fait, entre la partie OptiCuivre et la partie viticulteur. Les plus grosses différences de quantité de cuivre utilisée, elles vont se situer en fait, sur le choix de la date de traitement. Et surtout, on le voit donc notamment sur les 2 parcelles, enfin les deux années à Fronsac et une année à Montbazillac, là où on a les meilleurs résultats de réduction de dose, c'est quand il y a des impasses en fait, de traitement qui sont faites. Et plusieurs fois dans la saison, des citrètes a montré que pour certains cumuls de pluie qui étaient prévus, il n'était pas nécessaire obligatoirement de traiter, de renouveler les traitements. Et donc, c'est bien sûr une prise de risque, hein, mais elle est payante puisqu'on arrive à avoir en moyenne, quand on respecte en fait, ces impasses, moins 20% de quantité de cuivre appliquée. Donc voilà pour l'instant les résultats qu'on a sur OptiCuivre. On voit bien qu'on arrive peut-être à une limite en fait, de la diminution des doses. Il y a quand même une importance sur les impasses, ça c'est quand même intéressant, mais ça veut dire que ça va beaucoup jouer sur l'expérience des viticulteurs. Certains arrivent déjà à bien maîtriser le cuivre, ils savent très bien moduler les doses, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils ont déjà leur décitrette et leur OptiCuivre dans la tête, donc l'outil va moins les aider. Par contre, certains, notamment des viticulteurs en conversion, ça peut être intéressant pour eux pour commencer à se familiariser avec cette modulation des doses de cuivre. Il faut faire aussi attention à la climatologie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même basées sur la prévision. Et on sait très bien que les prévisions météo, parfois, ce n'est pas très précis, notamment sur les orages et les cumuls de pluie peuvent être très différents. Et on l'a vu sur certaines parcelles, les impasses qui sont faites, elles sont intéressantes, mais on prend quand même un risque important. Et enfin, il y a quand même la question du lessivage, c'est-à-dire qu'il y a des moments où, hélas, il faut quand même repasser, c'est-à-dire que voilà, dès qu'on a un lessivage au-dessus de 20-30 mm, obligatoirement, on est obligé de repasser. Donc, si dans la saison, on a beaucoup d'épisodes pluvieux lessivants, hélas, on va être obligé de repasser. Et ça, peu importe, on ne pourra pas moduler les doses, il faut quand même repasser. Et donc, on arrive à une limite en fait, de l'utilisation des doses de cuivre. Alors en perspective, aujourd'hui, et ça va faire un petit peu la transition avec ce que va vous présenter Séverine, nous on a travaillé plutôt sur l'optimisation des doses, mais on voit bien que ce n'est pas la solution miracle, et on a besoin, si on veut aller plus loin, d'utiliser aussi des alternatives, et dans les perspectives donc, de ce réseau d'expérimentation participative, on a relancé en fait un réseau qui s'appelle le RESAC en expérimentation en viticulture biologique.
Et vous voyez ici la carte des différents partenaires qui peuvent nous accompagner. Et l'idée, c'est de repartir donc sur l'opti-cuivre et d'ajouter, en plus de la réduction des doses, du pilotage de la réduction des doses, ajouter aussi un produit de biocontrôle pour pouvoir encore plus les diminuer et sécuriser aussi certaines impasses, par exemple, pour améliorer encore la réduction des doses de cuivre. Donc cette expérimentation, normalement, est prévue pour cette année, en 2021, avec une dizaine de partenaires sur toute la Nouvelle-Aquitaine. On attend encore le feu vert pour les financements, mais on croise les doigts, on est optimiste. Et on espère d'ici 2-3 ans avoir à disposition non seulement une règle de décision pour la réduction des doses de cuivre, et aussi des produits complémentaires à ajouter et avoir une sorte d'itinéraire intégré pour les viticulteurs bio pour vraiment pouvoir lutter contre le mildiou efficacement avec le moins de cuivre possible. Voilà, je relaisse la parole à Séverine maintenant sur les alternatives. Du coup, comme on le sait, hein, il y a la thématique de l'optimisation des doses de cuivre et Nicolas l'a bien présenté. Pour certains vignerons, on arrive un peu à une limite et pour certaines saisons aussi, Étienne l'a dit au moment de l'introduction, 2018 et 2020 sont des bons exemples de millésimes où la pression a été telle que pour certains, il a été difficile d'atteindre la fameuse limite de 4 kg qui est aujourd'hui donc en mode lycée, mais qui pourrait être fixée en mode strict par l'ANSES ces prochaines années. Donc, on travaille aussi sur l'intégration de produits de biocontrôle dans les stratégies de traitement. Donc, le programme Alfongi Biocontrôle, il est cofinancé par le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux afin d'accompagner les vignerons dans l'utilisation des produits de biocontrôle qui sont déjà homologués ou quand on avait créé le projet avec Nicolas, on avait aussi indiqué les produits en phase finale d'homologation. Donc là, c'est ceux qui vont être homologués dans l'année. Les sociétés le savent et donc ils nous les confient déjà à l'essai. L'objectif, c'est d'avoir des références techniques sur l'utilisation des produits et donc de comprendre le mode d'action, la stratégie pour les utiliser. On a donc monté des plateformes d'essai en micro-parcelles pour travailler sur le mildiou, l'oïdium et la pourriture grise. Mais on a aussi mis en place des expérimentations participatives, au même titre que ce qu'a montré Nicolas juste avant. Et donc, pour cette partie-là, nous avons la chance d'avoir Fabien Bougès qui vous fera un retour sur son expérience de cette année. Voilà. Donc, comment on a monté nos stratégies? La première question qu'on a dû se poser au moment où on a commencé à travailler sur le projet, c'est est-ce qu'on peut, par maladie, utiliser le biocontrôle seul ou pas? Donc, pour le botrytis, on a répondu oui. On a considéré qu'on pouvait utiliser les produits de biocontrôle seuls, considérant aussi que les produits conventionnels, certaines années, ils avaient des efficacités qui n'étaient pas suffisantes et qu'ils étaient vraiment extrêmement chers. Donc, on a appliqué les produits de biocontrôle de manière systématique à la chute des capuchons floraux et juste avant la fermeture de la grappe. Et à partir du début de la véraison, donc en collaboration avec l'INRAE, on peut avoir accès à un modèle de prévision du risque de développement du botrytis, à partir duquel on positionne les produits de biocontrôle. Deuxième réponse, peut-on utiliser le biocontrôle seul? Donc pour le mildiou et l'oïdium, clairement on a répondu non. Pour nous, il fallait associer un fongicide. Donc après, la question qui se posait, c'était quel fongicide? On a souhaité prendre le fongicide le plus simple possible pour limiter les interactions, notamment avec les produits de type stimulation de la défense des plantes. Et donc c'est pour ça qu'on a sélectionné le cuivre et le soufre. Les deux permettaient aussi d'avoir des stratégies qui soient utilisables et en conventionnel et en agriculture biologique, à condition que les produits de biocontrôle soient utilisables en agriculture biologique, puisqu'il y a notamment l'exemple des phosphates qui ne le sont pas. Et enfin, pour le soufre, pour l'oïdium, si on l'a sélectionné aussi avec Nicolas, c'est tout simplement parce qu'il est lui aussi biocontrôle, donc stratégie 100% biocontrôle. On compare, en fait, dans l'ensemble de nos essais, on se compare avec des témoins non traités, on se compare aussi avec des doses pleines, entre guillemets, de fongicides, c'est-à-dire des doses modulées de cuivre et des doses faibles de soufre, et aussi avec des petites doses, donc c'est-à-dire que notre travail, c'est aussi d'essayer de réduire les quantités de cuivre et les quantités de soufre en utilisant le biocontrôle.
Donc, pour le cuivre, je vous ai pris l'exemple de 2019. On travaille sur une parcelle du lycée viticole de Libourne-Montagne qui est extrêmement sensible au mildiou. En 2019, on a réalisé 12 traitements et au niveau grammage, c'est le graphique que vous avez à gauche, on est passé entre 150 et 500 grammes de cuivre par hectare à chaque traitement. Donc, le maximum au T6, c'était au moment de l'encadrement de floraison, le minimum en tout début de saison. Il faut savoir que cette parcelle-là, malgré la faible pression de 2019, à partir de début véraison, sur le témoin non traité, la récolte était totalement détruite. Donc, on a une règle de décision qui nous permet de calculer un pourcentage de cuivre à appliquer sur les modalités. Donc, celle où on applique du biocontrôle, on veut réduire la quantité de cuivre appliquée. Cette quantité va de 0%, on le voit là sur le graphique de droite pour le T5. Il n'y avait pas de risque de pluie sur la semaine à venir. La vigne était sans symptômes et le modèle qui nous permet de savoir si le mildiou a des chances de se développer ou pas nous indiquait qu'il y avait de faibles chances. Une semaine après, peut-être un peu plus, 2 semaines après, au T6, par contre, il y avait des risques de pluie dans la semaine à venir du traitement. Il y avait un fort risque de développement du mildiou. La vigne était toujours saine, on était à 75%. Donc vraiment, on voit que la quantité de cuivre qu'on applique sur les modalités, donc on la calcule en pourcentage de cette quantité sur la référence, elle est vraiment modulée en fonction de la météo, du modèle et de si on voit ou non des symptômes. Donc tout ça, ça fait que vraiment, ces quantités de cuivre qu'on calcule, elles évoluent en fonction de la saison. Exemple, en 2018, donc entre 2018 et 2019, notre règle de décision a évolué. Donc en 2018, on a fortement réduit les doses de cuivre malgré la sensibilité de la saison. En 2019, la nouvelle règle de décision nous a permis quand même de réduire de 2 kg la quantité de cuivre appliquée. En 2020, par contre, on voit vraiment l'effet début de saison très compliqué. On n'a pas vraiment réussi à réduire la quantité de cuivre. Et en plus de ça, on avait des stratégies d'application du biocontrôle en début de saison ou en fin de saison. Et donc là, sur ces stratégies-là, on n'a vraiment pas beaucoup réduit la quantité de cuivre appliquée. Au niveau des résultats que l'on a, donc il faut savoir qu'en 2020, en plus de la faible réduction de la quantité de cuivre, le climat qu'on a eu a impliqué des fortes contaminations sur la parcelle et donc on n'a pas eu de résultats. Tout a été extrêmement touché à partir de fermeture de la grappe. Donc les résultats sur 2018 et 2019, en pourcentage d'efficacité supplémentaire obtenu par rapport aux petites doses de cuivre, donc ce que j'ai montré tout à l'heure, 2400 grammes en 2018, 1500 grammes en 2019, comparé en fait, pour une référence cuivre, on était à 4500 et 3500 grammes pour les 2 années. Les stimulateurs de défense des plantes nous ont permis d'avoir une efficacité supplémentaire sur l'intensité sur grappe d'environ 10%. Notre conclusion sur ces produits-là, c'est qu'on n'a pas encore réussi à bien les prendre en main, à les valoriser comme il le faut. Il nous faut retravailler dessus, puisque cette efficacité supplémentaire apportée n'est pas suffisante pour protéger la vigne efficacement. 2 autres produits, par contre, ressortent beaucoup mieux. Les tisanes de plantes, donc on a travaillé avec des tisanes toutes formulées de chez Biovitis en 2019 uniquement. Et là, on a eu une efficacité apportée en plus par rapport aux doses de cuivre de 36%. Et enfin, l'huile essentielle d'orange douce, qui est commercialisée par Vivagro et par Nufarm, nous a permis d'atteindre 50% d'efficacité en plus. Et en fait, on était aussi propre que la référence cuivre. Donc, une très bonne efficacité sur ce produit-là qui a été à confirmer et qu'on a retravaillé dans le cadre des expérimentations participatives. On en parlera juste après. Juste un rapide focus sur les autres maladies, simplement pour vous dire que sur l'oïdium, comparé avec des applications de soufre sur toute la saison, on a 2 produits qui ont été plus efficaces que le soufre sur toute la saison. L'huile essentielle d'orange douce sous le nom Prévam Plus et le bicarbonate de potassium. Donc 2 produits avec un potentiel intéressant. Sur le botrytis, on a vécu 3 saisons avec une assez faible pression. On a donc peu de conclusions. Mais en 2018, sur une millésime avec un témoin non traité qui était touché à 2%, tous les produits de biocontrôle qu'on a utilisés ont permis
de mieux protéger la vigne et ont permis d'atteindre des efficacités aux alentours de 50 à 70%. Donc, en 2020, suite aux résultats de 2018 et 2019, on a voulu confirmer les résultats qu'on avait sur l'huile essentielle d'orange douce et le bicarbonate de potasse. On a fait appel à 3 vignerons en agriculture biologique et on a constitué une stratégie intégrée avec ces 2 produits-là. Donc, on a appliqué le limocide, donc l'huile essentielle, dès le premier traitement, en prenant en compte les limites de son AMM, donc pas de cadence avec le limocide, donc pas de renouvellement avec le limocide à moins de 7 jours, et pas d'application en encadrement de floraison. Une fois les 6 applications de limocide réalisées, nous avons donc dit aux vignerons d'appliquer uniquement du cuivre pour gérer le mildiou, et d'utiliser de l'armicarbe s'ils n'avaient pas d'oïdium pour gérer l'oïdium. Les essais ont été menés donc un vigneron à Cavignac, au nord du département, et 2 vignerons au sud du département, à proximité de la Réole, donc le château Le Palandreau qui est à Couture-sur-Drô, et le ARL Jean-Paul et Virginie Bourgès aux Esseintes. Du coup, c'est Fabien Bougès qui va vous présenter les résultats, mais avant toute chose, on va d'abord faire des éléments de contexte sur son exploitation. Donc, bonjour Fabien et merci d'avoir accepté de témoigner à ces journées techniques. Avant de présenter les résultats, pourrais-tu nous présenter ton exploitation et ses principales évolutions sur ces dernières années? Oui, bonjour à tous. Moi, j'ai une exploitation de 32 hectares, donc comme l'a dit Étienne tout à l'heure, entre Sauveterre de Guyenne et La Réole. Donc 32 hectares en bio, avec un passage en conversion en 2009. Je suis en cave coopérative, à la cave coopérative des Coteaux d'Albret. À l'époque, en 2009, la conversion elle a été possible parce que on était 5 adhérents de la cave, dont le président de l'époque et le président d'aujourd'hui. Donc, ça a aidé à ce passage en bio dans une cave. Et donc, on a eu la certification en 2012, qui n'était pas la meilleure année du point de vue du mildiou. Ça a été un des premiers gadins qu'on a eu. Et ensuite, en 2016, j'ai rejoint sur une sollicitation de la Chambre un réseau défi pour essayer de voir quelle stratégie on pouvait avoir pour réduire l'utilisation du soufre, du cuivre. Et ça m'a permis de rencontrer les équipes d'expérimentation de la Chambre. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai fait cet essai. Donc, dans le cadre de ce collectif défi, tu as une démarche d'expérimentation et de progrès. Peux-tu un peu nous dire ce que tu avais pointé en 2016 et les essais de biocontrôle que tu as déjà conduits sur ta propriété? Oui, alors à l'époque, le gros, moi, ce que j'avais envie de réduire le plus, c'était au départ, c'était le soufre, parce que au tout début, on utilisait 50 kilo-hectares quasiment de soufre à l'année, et moi, ça me semblait énorme. Et donc, au départ, on est parti là-dessus. Et puis, petit à petit, on en est venu au cuivre aussi. Et puis, on a eu des années compliquées, donc 2012, qui nous a marqué. Donc, on a essayé de voir comment déjà améliorer l'efficacité de nos traitements, et puis avec la problématique de la quantité maximale appliquée, d'essayer de réduire au maximum, parce qu'on savait que sur des années difficiles comme 2012, on pouvait avoir besoin de peut-être mettre plus de 4 kg, ce qui voulait dire que sur d'autres années, il fallait en mettre moins de 4 kg pour que sur le lissage, on arrive à être dans les clous. Donc, j'ai fait aussi en 2019 un essai avec des techniciens de la cave sur du Roméo. Bon, ça a été un essai un petit peu délicat parce que de toute façon, il n'y avait pas une grosse pression et donc on n'a pas pu mettre en avant grand-chose à l'époque.
Voilà. Et puis j'avais une utilisation aussi un peu à ma façon des terpènes d'orange sur une intuition où je les mettais après chaque grosse pluie contaminante pour venir faire du curatif, mais immédiat derrière la pluie. Bon, il s'avère qu'apparemment mon intuition n'était pas, n'était pas excellente parce que d'après le fabricant, c'est pas la manière dont il faut l'utiliser. Et donc l'an dernier, on a fait donc cet essai avec Séverine sur du terpène d'orage en préventif. Et du coup, peux-tu nous parler un peu de tes objectifs de rendement et de ta stratégie de traitement sur ton exploitation? Oui, mais les objectifs de rendement, c'est pas très compliqué. C'est le rendement autorisé plus les VCI, en gros. Donc, on tourne entre 55 et 60 hectolitres hectare. Donc ensuite, ma stratégie de traitement, moi je me suis équipé il y a 2-3 ans d'une station météo qui me donne des données météo très précises sur 2 îlots de ma propriété. Et donc, ça me permet, et qui me donne aussi des prévisions météo précises. Donc ça me permet d'anticiper mes traitements. Et il y a quelque chose que j'utilise peu les OAD pour le moment, parce que je me fie un peu à mon ressenti. Et du coup, ce que j'utilise beaucoup, c'est un capteur d'humectation foliaire. Et ça me permet, et ça a été vraiment le cas en 2020, sur des périodes où on n'a pas de pluie et où on constate qu'on n'a pas de rosée, donc un feuillage qui est sec même le matin, ça permet de faire des impasses pendant 15 jours, voire même 3 semaines ou un mois. Et donc, ça permet de réduire pas mal les traitements. Voilà, et alors, je travaille, j'essaye de faire des traitements à concentration fixe. Donc ça, en gros, début de campagne, on traite à 50 litres hectare, je mets 100 grammes. Et quand j'arrive au moment de la fleur, le moment le plus sensible, je vais arriver à 200 litres hectare et donc je serai à 400 grammes. Et je traite quasiment jamais, sauf catastrophe, à plus de 400 grammes hectare. Bon, voilà, c'est une intuition aussi. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Et donc l'objectif, c'est d'essayer de passer en dessous des 3 kg hectares de cuivre, ou au moins de s'en approcher tous les ans, quoi. Voilà. Sachant qu'en 2018, année très compliquée, je suis monté jusqu'à 5,2 kg et j'ai eu 40% de perte. Donc là, je me suis ramassé complètement. Mais bon. Voilà. Je dirais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des problèmes aussi en 2018. Je n'ai pas été le seul, c'est sûr. Du coup, au niveau de tes évolutions de quantité de cuivre, de quantité de soufre sur les dernières années, est-ce que tu peux nous retracer un peu ce qui s'est passé? Oui, alors le soufre, moi, Excusez-moi, juste une question, c'est parce que ça peut intéresser dans la discussion, c'est quel est le type de pulvé qui est utilisé? Alors moi, j'ai des pulvées pneumatiques que j'ai adaptées en face par face. J'ai mis des descentes, je ne sais pas si je peux citer des marques, j'ai mis des descentes Grégoire pour souple là, que j'ai adapté sur mes pulvées pneumatiques pour pouvoir traiter les 2 faces du rang, voilà, sans avoir à passer dans tous les rangs. Et au niveau du capteur d'humectation du feuillage, qu'est-ce que vous utilisez? Alors là, c'est technique un peu, Étienne, je ne sais pas. Moi, j'utilise une station de Prométhée. Les gens. Non, mais Donc, ça y répond. c'est une petite. En fait, c'était la station météo. C'est une station, c'est Prométhée à l'ERS du GES. Ouais, c'est un petit capteur qui est dans le feuillage avec 2 électrodes et du papier hydrosensible. Et quand il y a de l'eau, ça fait contact et donc on sait qu'il y a de l'humectation. Voilà. Merci. Mais de rien. Ouais, donc au niveau des quantités de soufre, moi, entre le moment où on est passé en bio et maintenant, on a de faibles pressions oïdium là où je suis. Donc on est passé petit à petit de 50 kg à aujourd'hui 25 kg hectare. Et puis ça s'est fait petit à petit, on a baissé. Sur les premiers traitements, je passe à 1,5 kg hectare et je monte jusqu'à 4 kg, alors que au tout début, on attaquait à 4 et on montait à 6. Et voilà. Donc, et puis on s'arrête à grains de, poids, quoi, à peu près, la protection anti-oïdium. Parce que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas, quoi.
Sur le cuivre, il y a ce travail à concentration fixe qui m'a permis de réduire les doses sur les premiers traitements. C'est-à-dire que je démarre à 100 grammes et quand on a les 5-6 premiers traitements à 100-150 grammes, ça laisse quand même de la marge pour le reste de la campagne. Et puis, voilà, donc petit à petit, on tourne autour de… Je tourne entre 3 et 3,5 kg, sauf 2018, accident, 18 traitements, 5 kg, et là, c'était compliqué. Et du coup, avant qu'on passe aux résultats de ton essai, peux-tu nous faire un petit retour sur la campagne 2020, les faits marquants pour toi de cette campagne, et notamment sur ton exploitation, et la performance technique que tu as pu avoir cette année? Alors, 2020, j'entends beaucoup dire que c'est une année à très forte pression. Moi, je ne serais pas capable de vous dire si la pression était plus forte en 2020 ou égale à 2018. Ce que je sais, c'est qu'on n'a pas géré du tout la chose de la même manière et qu'avec 3,5 kg en 2020, on s'en sort très bien. La différence notable sur 2020 par rapport à 2018, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu 2 périodes de répit où en fait, on a pu arrêter de traiter pendant 15 jours, puis ensuite 1 mois. Et donc, on n'a pas eu cette pression constante du 15 mai au 14 juillet comme on a eu en 2018 et où ça a été très compliqué. Donc pour moi, 2020 était plus simple que 2018. Et puis comme on avait pris 2018 quand même, on était un peu plus stressé. Du coup, on l'a peut-être mieux géré. Donc moi, j'ai fait 13 passages pour 3,5 kg, pas sur la partie XP, sur l'ensemble de l'exploitation. Voilà, après, ce qui peut être notable, c'est que pour moi, j'ai eu une grosse attaque de ver de grappe sur ce millésime-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir sur lequel je travaille. Pardon. Et voilà. Après, voilà. En fait, ouais, il y avait un dernier point, c'est qu'il y a eu 2 périodes où il fallait être très réactif et il fallait y aller, quoi. Avec des traitements très resserrés, parfois 3 fois par semaine. Et donc, si on ne se ratait pas sur ces 2 périodes, je pense que voilà, la clé, elle est là. C'est des petites doses, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Le pulvé, il est resté attelé pendant 15 jours. Voilà. Oui, effectivement. Et donc, au niveau de ton IFT, tu as été relativement bas cette année puisque l'IFT hors biocontrôle est en dessous de 3,5 et l'IFT biocontrôle est à 3,8. Donc, tu parlais de ces périodes où tu as pu arrêter de traiter, on le voit bien, et c'est bien tombé, c'est au niveau de l'encadrement de floraison, où il s'est arrêté de pleuvoir là, sur la 2e quinzaine de mai, et donc où tu as pu ne pas appliquer de traitement. Donc, sur l'essai qu'on a mené, on voit tes 13 applications. On voit les fois où tu as fait des cadences donc avec l'huile essentielle d'orange douce dès le premier traitement et puis à moins de 7 jours où tu as appliqué du soufre avec puisque tu faisais comme sur ta référence d'exploitation. Et on voit après les 6 traitements le passage à des utilisations d'armicarbe. Sur ton exploitation, les règles de décision qu'on t'a confiées, donc qui étaient simplifiées finalement par rapport à ce que nous on mène sur les microparcelles, t'ont permis de réduire de 50 de 25 à 50% les quantités de cuivre par rapport à ta référence exploitation. Et donc, on voit vraiment qu'il y a aussi l'impact finalement du climat qui allait venir. Donc, au niveau des résultats que tu as pu avoir, donc, comme tu l'as dit, tu as fait 3,5 kg sur ta référence viticulteur et grâce à avec la stratégie qu'on t'a confiée, tu as fait 3 kg sur la modalité Alfongi Biocontrôle. Donc, une réduction de 490 grammes et de 14% de la quantité de cuivre, ce qui est assez intéressant parce que finalement, toi qui ne traites jamais à plus de 400 grammes, c'est l'équivalent de 1 à 2 traitements selon la période. Sur la quantité de soufre, donc comme tu l'as dit, tu es relativement bas déjà, tu étais à 24 kg cette année et avec toutes les impasses de soufre que la stratégie qu'on t'a confiée te proposait, tu as fait 8 kg de soufre, donc là une réduction vraiment drastique, 15 kg finalement et 66%. Là où le bas blesse, c'est au niveau des coûts
Donc, à noter que nous avons fait ce calcul en utilisant des valeurs fixes pour les prix des cuivres et des soufres. Donc, comme si Fabien appliquait que des bouillies bordelaises ou que des soufres mouillables, ce qui n'est pas le cas sur son exploitation. C'était pour calculer rapidement le surcoût de la stratégie biocontrôle. À partir de 2021, le coût exact sur son exploitation sera pris en compte. Mais ce qui est important, c'est de montrer quand même que là, les applications d'huile essentielle d'orange douce ont compté pour un peu plus de 100 € à l'hectare. Les applications d'aromicarbe, donc de bicarbonate de potassium, c'est 45 € l'application, donc 135 € pour cette fin de saison. Donc, en fait, on a plus que doublé le coût de la stratégie. Donc sur cette exploitation. Donc, bien qu'on ait réduit les quantités de cuivre et de soufre, pour nous, là, la stratégie qu'on a proposée pour l'instant, on a peut-être été encore un peu trop fort sur les quantités de produits de biocontrôle. Il nous faut revoir ces stratégies parce que… Ça fait beaucoup. Au niveau des résultats, puisque c'est bien de réduire le cuivre, c'est bien de réduire le soufre, mais est-ce qu'en qualité de protection, on a été bon ou pas? Et bien, en fait, tu as été très, très bon cette année. Donc, tu n'as quasiment pas eu de mildiou sur feuille, ce qui est caractéristique finalement du millésime. C'est un peu ce qu'on a repéré chez beaucoup de vignerons. Et tu en as eu très, très peu aussi sur grappe. Et nous, une des choses qu'on voulait voir aussi, c'était est-ce que nos stratégies permettaient d'atteindre la même qualité de protection, puisqu'on cherche à réduire les autres produits. Et ça a été le cas cette année, l'efficacité est équivalente entre les deux protections. Voilà pour les résultats. Du coup, comment ça s'est déroulé pour toi cette expérimentation et quels enseignements en retires-tu? Alors, comment ça s'est déroulé? Déjà, les résultats sont bons, donc déjà, c'est un bon point. Ensuite, la mise en place, bon, c'est une parcelle qui historiquement donne beaucoup. Donc là, j'ai fait autour de 80 hectares cette année sur cette parcelle. C'est du merlot planté à 2,50. Et autant sur l'essai que sur la partie. Donc bon, voilà, ça c'est pour les résultats. Au niveau de l'essai, le soutien que j'ai eu de l'équipe, là, et de Clotilde notamment, il a été très bon parce qu'elle était très, très disponible et réactive. Et du coup, ça me permettait, quand il y avait des difficultés sur le calcul des quantités à appliquer en fonction de tel et tel truc, ça permettait en un coup de fil de savoir où il fallait que j'aille. Et après, là où il y a eu des contraintes, c'est que en général, je faisais la parcelle d'essai vraiment à la fin de mon traitement. Donc, je revenais au dépôt, je repréparais 200 litres juste pour faire l'hectare d'essai. Et donc, bon, mais voilà, c'est une petite contrainte. Mais bon, on le savait, je le savais dès le départ. Et puis, ça permet d'avancer sur l'utilisation de ce produit que je n'utilisais pas forcément de la bonne manière avant l'essai, quoi. Et donc, je vais modifier, mais voilà. Juste, je te coupe, tu parlais revenir à l'exploitation, on en a parlé ensemble. Vous traitez à combien de personnes, combien de pulvérisateurs pour faire l'ensemble de l'exploitation? Ouais, les 32 hectares, on a 2 pulvés, on traite à 2 en même temps pour arriver à tout passer dans une journée et en faisant une journée correcte, quoi. C'est-à-dire qu'à 30 hectares, ça passe facilement, même s'il y a une panne, même s'il y a un incident, dans la journée, on arrive à faire les… Et c'est ça qui est important aussi en bio, c'est-à-dire que des fois, les fenêtres de passage sont tellement courtes qu'il faut être capable entre 12 et 15 heures de passer la totalité de son exploitation. C'est des grosses journées, mais bon, voilà, on le sait, c'est comme ça. Voilà. Et d'où le fait que c'est la contrainte aussi de devoir te faire revenir finalement au dépôt pour cette petite quantité. Il y a eu des moments où ça a été chaud, mais bon, voilà. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas Fabien pour ton témoignage. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe aux résultats finalement chez tes collègues qui ont travaillé avec nous? Après, moi je pense qu'il y a encore des choses à préciser sur l'utilisation des terpènes d'orange. Bon, parce que là on voit que ça fonctionne, mais ça coûte quand même cher. Donc l'idée c'est
c'est est-ce qu'on ne peut pas faire du préventif, mais pas forcément sur les 6 premiers traitements systématiques, mais peut-être quand il y a un événement climatique annoncé violent, ben on l'utilise à ce moment-là et du coup on réduit un peu et ça réduit les coûts. On a vu que c'est l'armicarbe aussi qui alourdissait pas mal la facture, donc peut-être qu'au lieu de passer de 25 à 8 kg, déjà si on passe qu'à 15, mais qu'on utilise un peu plus de cuivre, un peu moins d'armicarbe, ça peut peut-être être voilà. Donc là, il y a encore des choses à affiner. Et ensuite, ben moi, je suis intéressé aussi pour les autres types d'huiles essentielles qui ont été, qu'on a rapproché un petit peu. Voilà, sur les origan, romarin, voilà, il y a des choses à chercher. Et ensuite, 2 dernières choses, sur le ver de grappe qui va, à mon avis, être de plus en plus problématique du fait de la climatologie qui évolue. Bon, moi, cette année, je fais mes petits essais dans mon coin avec de l'argile et des microdoses de sucre. Donc, bon, on verra ce que ça peut donner. Et il y a une autre problématique, à mon avis, en bio qui va se poser, c'est la problématique des engrais et de la fertilisation. Parce que le cahier des charges bio est de plus en plus strict par rapport à... Et le nombre de vignerons bio est de plus en plus important. Donc, on va avoir un problème sur la ressource à un moment donné. Donc ça, voilà, moi, j'essaye de faire du compostage un peu sur la ferme, d'essayer de faire des choses, de voir avec les engrais verts comment on peut essayer d'établir un équilibre dans les parcelles pour avoir moins besoin finalement d'apporter d'engrais et d'avoir une certaine autonomie en fertilisation. C'est les thèmes, à mon avis, qui sont... Voilà. Mais merci beaucoup, Fabien. Donc, on va profiter qu'on a eu ce retour de Fabien aussi pour voir les retours sur les autres domaines. Donc, le domaine qui est à Couture, déjà, ce qui est très intéressant à voir, c'est qu'on est à 10-15 km de chez toi, vol d'oiseau. Et malgré tout, la quantité de pluie sur ce domaine-là a vraiment été beaucoup plus importante, ce qui a impliqué des renouvellements de traitement encore plus rapprochés que chez toi en début de saison. Donc voilà, avec à nouveau là une évolution des quantités de cuivre en fonction de la période. Et on a pu à nouveau réduire de 25 à 50% les quantités de cuivre appliquées lorsqu'il y avait application de l'huile essentielle d'orange douce. Les résultats sur ce domaine, du coup, le climat que cette personne a eu, ça fait qu'elle a appliqué 4 kg de cuivre sur sa référence de viticulteur et sur la modalité biocontrôle, elle est descendue à 3,8 kg, donc une réduction de 350 grammes et de 9% de la quantité de cuivre, ce qui est quand même bien vu le climat de début de saison très pluvieux. Au niveau du soufre, finalement, elle est comme toi, très basse en quantité de soufre appliquée. Donc la même chose, 24 kg. On a été à la même école. Hein. On est pas... et par contre, sur les modalités biocontrôle, 10 kg. Donc 56% d'optimisation. Au niveau des coûts, vu qu'en fait elle a fait des applications beaucoup plus rapprochées et donc appliqué plus souvent de l'huile essentielle d'orange douce, elle est passée aux applications d'armicarbe plus tôt, donc elle a fait 4 applications d'armicarbe et là on voit encore plus l'écart de coûts puisqu'on a une augmentation de 136% du coût des traitements et la stratégie biocontrôle a coûté plus de 400 €. Donc là, à nouveau, à retravailler puisque financièrement, ce n'est pas faisable. Résultat en termes de maladies, donc une très bonne protection aussi, que ce soit au niveau des feuilles ou des grappes, très peu de mildiou, complètement identique entre les deux modalités. On travaillait par contre sur un petit verre d'eau qui est quand même moins sensible que le merlot au mildiou. Donc là, un bon résultat de nos stratégies biocontrôle, mais toutefois, les coûts font que ce n'est pas applicable par un vigneron en tant que tel. À nous de retravailler aussi la stratégie proposée. Ce qu'on va faire avec Nicolas à partir de 2021, ne vous inquiétez pas, on ne s'arrête pas là. À Cavignac, chez un vigneron qui est en conversion, on voit quand même que les quantités de cuivre ont beaucoup évolué aussi au cours de la saison. Là, à nouveau, les applications ont permis de réduire de 25 à 50% la quantité de cuivre appliquée. Au 6e traitement, réduction de la quantité de cuivre, oublie l'huile essentielle d'orange.
Donc, du coup, on a quand même pu réduire le cuivre, mais il y a eu un traitement de moins de limocide. Les résultats qu'on a chez ce vigneron, 3,7 kg sur la référence viticulteur, 3,4 kg sur la modalité biocontrôle, réduction à nouveau de 300 g de cuivre. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais c'est, comme on le disait tout à l'heure, un traitement. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est sur une base de 4 kg, alors que pour le soufre, on est beaucoup plus haut. Là, par contre, c'est un vigneron qui est en cours de conversion. Ça fait un peu le parallèle avec ce que tu disais. En plus, sur un domaine qui est très sensible à l'oïdium. Lui, par contre, est à 47 kg de soufre et 22 sur la modalité biocontrôle. Donc, réduction de 25 kg. Mais au final, est-ce que petit à petit, il ne va pas aussi bouger le curseur de la quantité de soufre et réduire les quantités de soufre appliquées? Chez lui, par contre, compte tenu des traitements effectués, on a une augmentation qui est plus faible. Du coup, ça reste quand même pas faisable pour un vigneron, mais finalement, on n'a que 67% d'augmentation du coup de la stratégie. Voilà les résultats en termes de maladies. Donc, à nouveau, une bonne efficacité des deux stratégies. À noter pour cette exploitation, par contre, on a la référence viticulteur qui, au moment de cette notation-là, sur grappe, avait décroché, mais comme on avait des traitements qui étaient réalisés à la même date, avec des quantités de cuivre finalement qui étaient proches, là on parle de notation mildiou, on suppose qu'il y a peut-être eu un problème de pulvérisation sur la référence viticulteur parce qu'on ne comprend pas sinon le fort écart. Je ne l'ai pas dit, on a noté toutes les maladies lorsque les notations ont été réalisées, c'est qu'au niveau odium, black rot, voire même botrytis, c'était tellement anecdotique qu'il n'était pas intéressant de vous remonter les résultats et c'est pour ça qu'on a axé sur le mildiou. Donc, en bilan de nos travaux, ce qu'on se rend compte, c'est que les produits de biocontrôle, ils sont importants, intéressants, mais actuellement, on sait qu'on ne peut pas les appliquer seuls. Donc, il est vraiment important de définir des règles de décision associées ou non à un fongicide et à ce moment-là, quelle dose de produits associés. Et ces règles de décision, notre choix, ça a été de dire qu'il faut qu'elles soient spécifiques au secteur. Donc, c'est pour ça qu'on travaille vraiment sur le contexte girondin. Donc, produits avec un potentiel intéressant, majoritairement les produits à action directe qui sont finalement un peu plus proches des produits qu'on a l'habitude d'utiliser, donc on a plus de facilité à prendre en main. Il y a d'autres qui sont à retravailler. On va continuer le travail à partir de 2021 pour 3 ans au moins. Et on veut aussi, dans le cadre de ces travaux, continuer les expérimentations participatives, en augmenter le volant. Là, on a parlé de 3 expérimentations, c'est 3 vignerons d'agriculture biologique. On va rajouter à partir de cette année 3 vignerons en viticulture conventionnelle pour aussi pouvoir travailler sur des produits de biocontrôle comme les phosphates. Voilà pour les produits de biocontrôle et je repasse la parole à Nicolas. Je voulais juste rajouter une petite chose, j'ai oublié de préciser tout à l'heure quand j'ai présenté l'exploitation. Depuis 2009 où on est passé en bio, on a un suivi technique par la Chambre d'agriculture. Au début, c'est avec Eliane, et puis par la suite, ça a été David Perrier de la Larme-Montségur. Et c'est une aide précieuse. En pleine saison, quand on a la tête dans le guidon, on s'affole un peu des fois. Et d'avoir cet appui technique, ça m'a beaucoup aidé. Et après 10 ans de bio, ça m'aide toujours. Voilà. C'est juste une précision. Ok, merci. Voilà, pour faire la transition sur les expérimentations que vous avez vues que Séverine vous a dit que les produits qui étaient les meilleurs candidats pour l'instant dans nos essais, c'était plutôt des produits à action directe. Voilà, on a maintenant cette base de produits biocontrôle disponibles avec des candidats qui sont plus ou moins intéressants et qu'on peut plus ou moins maîtriser. Et on attend encore beaucoup de produits et on espère qu'on aura des candidats encore plus puissants en termes de résultats, notamment contre le mildiou, pour nous aider à réduire les doses de cuivre. Et donc là, voilà, sur cette petite diapo, je vous ai mis quelques pistes intéressantes. Notamment, il y a tout ce qui est substances de base. Vous savez, ce sont des substances qui ne sont pas utilisées directement en agriculture, qui sont plutôt retrouvées dans l'agroalimentaire, voilà, des plantes, etc. Et qui peuvent quand même avoir un usage intéressant en protection des cultures. Et donc, ces substances de base sont listées au niveau européen et elles peuvent être utilisées par les viticulteurs.
sans qu'elles aient d'autorisation, enfin, comme un produit phytosanitaire classique. Alors, vous pouvez retrouver cette liste de substances. Il y en a une dizaine aujourd'hui. Pour l'instant, on en a très peu, mais il va y en avoir des nouvelles. Et on a là un réservoir intéressant pour faire des essais. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les substances sont intéressantes, mais il y a peut-être dans certaines plantes, dans certains extraits ou voilà, certains produits qui peuvent nous aider. On a parlé tout à l'heure des microdoses de sucre. Alors là, Fabien en parlait plutôt sur la partie pour les tordeuses, mais aussi contre le mildiou. Il y a eu quelques essais qui ont été faits. Alors, les essais qu'on a eus étaient un peu ambivalents. On ne savait pas trop si on avait une efficacité selon les millésimes, mais il y avait des choses à aller chercher, notamment avec le fructose et le saccharose en association. Il y a quelques résultats positifs, donc il y a peut-être des choses à aller creuser. Les polyphénols issus de la vigne, vous savez, ce sont des molécules de défense qu'on retrouve dans le raisin, mais aussi dans la vigne, dans les sarments, dans les racines, etc. Il y a certains polyphénols, notamment de la famille du resveratrol, qui sont très anti-mildiou en fait. Au laboratoire, on se rend compte qu'ils ont un potentiel antifongique très fort. Et il y a des travaux pour extraire ces polyphénols, des sous-produits de la vigne, et les réinjecter au vignoble comme des biofongicides. Aujourd'hui, il y a quelques projets vraiment qui sont très intéressants. Là où on a un problème technique, c'est sur la formulation de ces extraits, puisqu'ils sont très sensibles en fait à la lumière. Donc, ils sont photosensibles et le problème, bien sûr, quand on les applique en préventif, c'est qu'ils sont détruits trop rapidement avant l'arrivée du mildiou. Alors, vous connaissez aussi les travaux sur les microalgues, notamment la société ImmuneRise. Voilà, là, il y a une piste. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore de résultats concrets à présenter, mais on voit qu'il y a une piste intéressante à aller chercher. Des amibes aussi, donc des lysats d'amibes contre le mildiou. Il y a eu quelques essais là, qui ont été mis en place. On a quelques retours, peut-être une piste prometteuse. Et enfin, le dernier article en date, c'est un article scientifique là, qui montre que certains peptides antimicrobiens contre le mildiou peuvent être intéressants. Je crois que c'est des chercheurs italiens qui ont montré ça. Et en fait, ils ont trouvé des peptides en séquençant le mildiou, en fait, qui peuvent stopper certaines enzymes voilà, de développement du mildiou. Et en allant chercher dans le séquençage du génome du mildiou, ils ont trouvé ces peptides à fabriquer. Donc encore peut-être une piste intéressante. Voilà, d'autres méthodes on voulait vous parler de ça avec Séverine, parce que c'est des choses qui commencent à émerger là, et qui sont intéressantes parce qu'on est un peu en rupture par rapport à ce qu'on vous a présenté, toujours l'utilisation de produits, d'applications, de pulvérisation, etc. Il y a des méthodes physiques qui commencent à émerger avec notamment des startups qui pourraient être intéressantes pour les prochaines années. Donc là, vous avez la présentation de l'utilisation des UV, donc la société UV Boosting qui travaille sur cette technologie. Et l'idée, c'est d'envoyer des UV sur les feuilles de vigne et de stimuler les défenses de la plante pour qu'elle résiste mieux ensuite aux attaques de mildiou. Donc là, aujourd'hui, la société qui développe cette technologie parle plutôt d'une préconisation comme une sorte de traitement de fond, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des passages assez régulièrement dans la vigne, d'une dizaine de jours, pour pouvoir stimuler ces défenses. Et en même temps, à côté, quand on va traiter, parce que ça n'empêche pas bien sûr de traiter la vigne, on pourra peut-être traiter avec des doses moins fortes d'intrants. Voilà, donc il y a des travaux qui sont faits en ce moment avec des réseaux qui ont été mis en place depuis l'année dernière et on attend des résultats et il y a sûrement quelque chose à aller chercher sur cette technologie. Vous voyez qu'on parle d'UV, donc là il n'y a pas de rémanence, il n'y a pas de produit. Une fois que la machine est passée, il n'y a pas de pollution, je dirais. Donc vous voyez qu'on est sur vraiment autre chose pour protéger la vigne, c'est très, très intéressant. Un autre projet que nous, on suit à l'IEV depuis 2 ans, c'est un projet qui s'appelle Vitutunnel. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce projet. Donc là, l'objectif, c'est encore autre chose. Là, cette fois-ci, on va couvrir automatiquement les pluies pour éviter que la vigne soit en contact direct avec la pluie. Et vous savez que le mildiou, en fait, est une maladie pluviodépendante. Il faut de l'eau libre sur les feuilles pour que les contaminations de mildiou s'opèrent. Si on supprime l'eau, s'il n'y a pas d'eau libre directement sur les feuilles, il ne peut pas y avoir de contamination. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une pluie, le dispositif donc, se déploie et empêche les contaminations de mildiou. Bon, ça ressemble un petit peu, vous voyez, à une sorte d'usine à gaz, parce que c'est quand même assez impressionnant quand on voit ça se mettre en place. Il faut savoir que là, ce que vous voyez en photo, ce sont des prototypes, c'est juste pour tester le principe, la preuve de concept. La société modèle commence déjà à travailler sur des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus simples et beaucoup plus efficaces. Mais ce que je peux vous dire déjà, on commence à communiquer maintenant les résultats, mais sur 2 ans d'études, sur un réseau de 10 propriétés, dans tous les cas où le
l'outil fonctionnait bien, c'est-à-dire se déployait bien à chaque fois, qu'il n'y avait pas de panne, etc. Et c'était à peu près dans plus de 80% des cas. On a sur les 2 années une protection très efficace contre le mildiou, c'est-à-dire qu'avec 0 traitement et ce dispositif, on a une protection aussi bonne que les rangs à côté, hein, qui sont traités classiquement contre le mildiou, voire parfois on fait mieux. Voilà, en termes de protection. Donc, la preuve de concept est faite, en tout cas, une grosse partie de la preuve de concept est faite sur le mildiou, c'est clair. Si on supprime les pluies directes sur la vigne, on arrive à bloquer le mildiou. Voilà, donc il y a beaucoup de travaux maintenant qui vont être faits pour voir comment passer en plus grande parcelle, à améliorer aussi tout l'itinéraire technique autour du vititunnel, mais ça peut être aussi une solution intéressante. Et vous voyez que là, on joue sur autre chose, sur un autre moment du cycle du pathogène. En fait, on est sur de la prophylaxie, en fait, hein, tout simplement. Une autre méthode, alors là, nous, on n'a pas de résultats encore, mais on entend beaucoup parler de cette méthode. Voilà, il y a des viticulteurs qui s'équipent avec ce genre de choses. C'est l'utilisation de l'ozone, qui est notamment utilisée dans la désinfection des chais. Il y a des unités qui sont vendues comme ça, hein, pour être utilisées au chai, et puis ensuite, après, sur une remorque comme ça, au vignoble. Là, l'idée, hein, c'est de générer donc de l'ozone, une molécule qui est très oxydante et très antifongique. Et l'objectif, c'est de la pulvériser dans le vignoble, enfin de l'appliquer dans le vignoble. Et pour qu'il y ait un effet, donc, notamment sur le mildiou et tous les autres pathogènes. Et ce qui est intéressant, et c'est peut-être aussi un peu la faiblesse de l'ozone, c'est que ça se recombine très rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques minutes, voire peut-être maximum en quelques heures, la molécule d'ozone en fait, se recombine et très rapidement en eau et en oxygène. Et finalement, on n'a pas de résidus, on n'a pas de rémanence. Donc, c'est très intéressant en termes de toxicité, voilà. Mais en même temps, ça veut dire qu'il faut que le produit quand même qui est généré ait le temps d'aller attaquer les champignons. Donc, vous voyez qu'il faut arriver à trouver une optimisation de cette lutte. Mais là, encore une fois, on est sur une autre façon d'aborder la protection. Et c'était intéressant, voilà, de vous en parler aussi, même si pour l'instant, hein, il faut rester prudent. C'est juste voilà, une présentation, mais je n'ai pas de résultat direct en retour. Voilà, le dernier point, bien sûr, vous le savez, ce qu'on attend et ce qui commence à se mettre en place, ce sont les variétés résistantes. On a 4 variétés aujourd'hui avec des résistances multigéniques, mildiou et oïdium, qui sont inscrites au catalogue. Hein. Donc, vous avez les noms là, des 2 cépages rouges et blancs qui sont maintenant utilisables. Et on attend beaucoup, bien sûr, hein, de l'utilisation de nouvelles variétés résistantes. Il y a celles-là, puis celles qui vont arriver, qui seront peut-être un peu plus adaptées à chaque bassin viticole. Il y a des travaux dans chaque bassin viticole pour trouver encore de nouvelles variétés résistantes plus adaptées. Et il y a un observatoire, bien sûr, qui s'appelle OSCAR, hein, qui suit justement l'utilisation de ces variétés résistantes pour voir comment les viticulteurs se l'approprient et comment ils l'utilisent sur leurs exploitations. Voilà, je fais une petite conclusion très rapide. Vous voyez, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. On voit bien la synthèse. Hein, vous voyez les travaux d'expérimentation que la Chambre mène, que l'IFV, aussi bien sur les outils que sur l'utilisation de nouveaux produits. Et là, avoir le témoignage de Fabien, on voit que il faut en fait faire de l'intégration. Hein, c'est toujours pareil. Essayer d'intégrer les différentes solutions et surtout trouver un équilibre. C'est-à-dire qu'on peut avoir des solutions intéressantes, mais il faut arriver à ce que ça soit applicable par le viticulteur, à ce qu'on ait un équilibre financier qui soit intéressant, etc. Et on voit bien que là, il reste encore pas mal de travail à mener et que la contribution des viticulteurs, l'expérimentation participative, elle a tout son sens maintenant pour arriver à améliorer toutes ces pratiques. Voilà, vous l'avez vu, il y a de nombreux travaux qui sont engagés. Il faut continuer. Et la question quand même de fond au final qui reste, est-ce qu'on pourra un jour se passer du cuivre? Elle reste quand même présente parce que, alors c'était la question qui a été posée par l'INRA à un moment. On peut, vous voyez, avec toutes les solutions qu'on a, on peut diminuer le cuivre, mais il y a un moment, on en a quand même besoin. Donc ça va revenir sur la table ces histoires de cuivre parce qu'il y aura une réhomologation dans quelques années. Il y a des pays européens qui font du lobbying, notamment les pays du Nord, pour vraiment supprimer le cuivre, mais on voit bien, malgré tous les travaux qu'on engage, on a quand même besoin encore d'une petite quantité de cuivre pour protéger la vigne. Voilà, je vous remercie. Peut-être, Étienne, tu veux conclure le… Non, il y a des questions. Il y a plein de questions. Donc, on va essayer de les demander à peu près. Alors, il y en a certaines qui ont été répondues au fur et à mesure. Tout d'abord, je vais répondre moi peut-être à une question concernant le cuivre, sur les formulations de cuivre. Alors ça, on a des essais à la Chambre
on pourra en parler, on va peut-être pas rentrer dans le détail. Regardez la partie sur le cuivre qui a été faite lundi. Les formes de cuivre sont peu impactantes entre les hydroxyles et les bouillies bordelaises notamment. Donc là, on ne fait pas trop de différence dans les formulations de cuivre et sur leur activation, sur ces deux formulations-là en tout cas. Il y avait une question concernant sur l'outil Décitrate. Est-ce que l'humectation est prise en compte? Quel est l'impact de l'humectation? Je ne suis pas un spécialiste de Décitrate, mais non, normalement, en fait, on travaille avec le modèle potentiel système, donc déjà pour la modélisation, où on est sur les pluies, le cumul de pluie, les températures, mais il n'y a pas la partie humectation. Historiquement, hein, les collègues, notamment Marc Reynal, hein, qui a beaucoup travaillé sur le modèle, n'a pas une confiance énorme avec tout ce qui est humectation, capteur d'humectation. Pour lui, ils ne sont pas assez précis mais pour rentrer dans la modélisation, je parle, attention. Peut-être par contre, effectivement, l'utilisation d'un capteur d'humectation pour des règles de décision, en disant peut-être que voilà, quand j'ai plusieurs matinées qui sont comme ça humides, peut-être que ça peut aider à avoir des règles de décision. Je sais que certains viticulteurs disaient dans Décitrate, quand j'ai de l'humidité, de la rosée le matin comme ça, je rajoute dans Décitrate 2 mm de pluie. Voilà, parce qu'on peut paramétrer, on peut rajouter des séquences de pluie si des fois les prévisions ne sont pas bonnes. Et il y en a certains qui font ça. Alors, après, je ne sais pas si c'est efficace, mais effectivement, l'humectation, quand même, c'est un paramètre hyper important. Et effectivement, il faut qu'on travaille sur des règles de décision par rapport à ça. Moi, je me rappelle qu'en 2012, on s'est fait avoir par les rosées matinales. C'est-à-dire qu'on avait des périodes où il n'y avait pas de pluie, du soleil l'après-midi, donc on se disait on ne traite pas, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et on a eu des contaminations qui, je pense, sont dues aux rosées matinales, parce qu'il suffit de 5-6 jours avec 4-5 heures d'humectation. On le voit bien quand on va dans nos vignes le matin à 7 heures, le feuillage est mouillé jusqu'à 10 heures parfois. Donc, pour peu que cette humectation elle arrive à 6 heures du matin jusqu'à 10 heures, on a 4 heures d'humectation. Et à mon avis, répété sur plusieurs jours, c'est l'équivalent d'une pluie. J'en suis quasi persuadé. Je ne peux pas le… Voilà, c'était vrai en 2012, je me souviens sur vos exploitations, mais il y avait du milieu déjà en place. Donc sur les recontaminations, des contaminations secondaires, ça c'est clair qu'il faut absolument prendre en compte les humectations longues. On avait une question aussi sur la tisane. Quel était l'extrait végétal qui a été utilisé dans la tisane? Sur le programme biocontrôle, en fait, on travaillait avec, j'ai oublié de le dire, avec des tisanes de sol et de prêle en alternance, une fois sol et une fois prêle, sur l'ensemble des traitements. Et en fait, c'est qu'on a travaillé avec les produits tout formulés de la société Biovitis, donc qui est située à Andernos-les-Bains. Ensuite, il y avait une question sur l'indice de Gilberti. Qu'est-ce qu'il en est? Enfin, quel est-il? Et puis, où est-il disponible? Donc, ça, on peut peut-être faire rapidement. Ouais, donc l'indice de Gilberti, en fait, hein, c'est un indice qui est basé sur la température et l'hygrométrie. Ça a été fait en fait par l'INRA de Bordeaux, hein, et Marc Fermot notamment, hein, et un postdoc qui s'appelle d'ailleurs, parce qu'il est toujours vivant, heureusement, qui s'appelle Nicolas Siliberti. Voilà. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait des études, il a regardé comment le botrytis se développait en boîte de pétri, en changeant en fait les paramètres de l'hygrométrie et de la température. Et en gros, il a fait une équation de développement du botrytis par rapport à ces deux paramètres. Et donc, l'idée de Marc Fermot, c'est de se dire, voilà, avec cette équation-là, on peut peut-être la retranscrire sur le terrain, avec ces paramètres-là de météo, pour voir si on ne peut pas identifier des plages journalières où les conditions sont bonnes pour le développement du botrytis. Donc, en gros, on a un indice qui se déplace de 0 à 4, je crois, en termes de risque. Et l'idée de cette utilisation de l'indice de Safety, c'est de pouvoir positionner au mieux, notamment des produits de biocontrôle comme des bactéries, des micro-organismes vivants, les positionner au mieux lors de ces séquences plus favorables au botrytis. Pour l'instant, l'indice n'est pas directement visible par les viticulteurs. Je pense qu'il est utilisé un petit peu dans Décitrate, mais il n'est pas. Je crois qu'il est, voilà, il est caché, en fait, on ne le voit pas directement.
Et voilà. Et on attend un petit peu avec l'INRA, avec Marc Fermot, qui est un petit peu frileux parce qu'il a du mal à lâcher voilà, peut-être un modèle un peu expérimental, parce qu'il a peur de ne pas pouvoir le généraliser à tous les cépages et à tous les endroits. Mais oui, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres modèles qui existent aussi. Hein. Je pense que justement Prométhée proposait aussi une sorte d'indice comme ça. Et on en a beaucoup, notamment bureau, pour pouvoir peut-être mieux positionner les produits. Ouais. Donc, je confirme que dans Decitrate, il est bien calculé. Et depuis cette année, quand vous extrayez votre graphique ombothermique dans Decitrate, en fin de saison, vous voyez une courbe noire si vous avez renseigné l'ensemble des informations qui permettent de calculer un indice pour le botrytis qui s'affiche et qui en fait correspond aux valeurs qu'a pris jour après jour l'indice de Siliverti. Oui. Et donc l'indice commence à partir de début véraison. Hein. C'est ça. Voilà, pas avant. Ensuite, il y avait une petite question sur les essais de biocontrôle. N'y en a-t-il pas avec des micro-organismes, levures, bactéries? Alors, c'est qu'on a beaucoup axé sur la partie mildiou et pour la partie mildiou, il n'y a pas, sauf erreur de notre part, de produits de biocontrôle qui permettent actuellement sur la liste des produits de biocontrôle de lutter contre Nicolas en a sur son essai Oïdium, on en a beaucoup sur l'essai botrytis, c'est juste que je ne les ai pas complètement présentés aujourd'hui. Oui, s'il y a quand même un produit qui a l'autorisation hein, sur le mildiou, qui s'appelle le Taegro, qui est un Bacillus amyloliquefaciens, mais il n'est pas pour l'instant vraiment commercialisé pour ça. Voilà. C'est vrai que pour le mildiou, pour l'instant, il n'y a pas vraiment beaucoup de micro-organismes. Là où il y a le plus de micro-organismes, hein, c'est pour le botrytis, puisqu'on veut travailler sur notamment la compétition, l'antibiose, etc. Et un petit peu maintenant sur l'oïdium, ça commence à arriver. Et tu as justement le Sonata et le Taegro, donc deux bacillus, ouais. Un pumilus et un amyloliquefaciens. Tout à fait. Ensuite, il y avait une réflexion concernant le limocide et le soufre. N'y a-t-il pas eu de brûlure? Alors, je suppose que c'est simplement si on limite les quantités de soufre en association avec le limocide et quand on n'est pas sur des périodes trop lumineuses et trop… Alors, en fait, quand on applique le limocide, nous, dans le cadre de nos stratégies de traitement, hormis présence d'oïdium, on n'applique pas de soufre. Donc, il n'y a pas l'interaction entre ces deux produits. Après, est-ce que toi, sur ton exploitation, tu as vu des brûlures? Non, très peu. Cette année, très peu. Il y a eu des années où, avec le soufre, si on l'applique un peu tard dans la journée, où on a des brûlures. Mais cette année, le limocide, très peu. Mais le soufre tout seul, il peut déjà brûler pas mal. Hein. Après, il y avait une question. Oui, on peut. Vas-y. On peut parler. Non, mais juste, Nicolas, on a fait un essai Oïdium, enfin, Séverine en a parlé, hein, sur les essais en microparcelles. Nous, on a vu un petit peu de phytotoxicité avec l'armicarbe, plus qu'avec l'huile d'orange douce. Mais en fait, c'était un peu normal, puisqu'on est passé, on a souvent… Enfin, voilà, on n'a pas suivi obligatoirement les pluies et on sait que l'armicarbe a tendance à s'accumuler hein, si ce n'est pas lessivé. Et voilà, il y a 2-3 traitements. Effectivement, on est repassé plusieurs fois alors que ça n'avait pas du tout été lessivé. Donc, on a vu un petit peu de phytotoxicité, mais ça n'a pas eu de conséquences sur les grappes en fin de saison. Bon. Ensuite, donc sur la quantité de limocide utilisée en préventif, mais je suppose que c'est la même dose qu'en curatif. En fait, c'est en pourcentage. Par contre, du volume de bouillie, donc le produit il est homologué à 1,6 litres par hectare au maximum et 0,8% du volume de bouillie. Donc, on le recalcule en fait en fonction du volume de bouillie et du coup, on respecte en fait les préconisations des sociétés qui commercialisent le produit. Okay. Ensuite, il y a eu une question avec les faibles doses de soufre et n'y a-t-il pas de problème black rot? Alors, je vais peut-être y répondre. Effectivement, si on est sur des parcellaires sensibles, des années avec des contaminations importantes, ben, si on diminue de trop les quantités de soufre, effectivement, ça peut avoir un impact. Mais par chez nous, sur la majorité des années, on peut baisser les doses de soufre sans avoir forcément de conséquences avec la récurrence de traitement que l'on peut mener en bio. Il y a eu une personne qui a essayé du Roméo à dose modulée, qui veut savoir si ça avait été fait. Alors, c'est vrai que nous, les produits de biocontrôle, on les applique toujours à pleine dose ou dose préconisée par la firme, si par hasard, elle est plus faible que la pleine dose. Donc, nous, on ne module pas les doses des produits de biocontrôle, donc on n'a pas de résultats à vous présenter sur cette question-là.
Ensuite, ben, il y a une question importante quand même par rapport à DeciTrade, c'est comment on accède à DeciTrade? DeciTrade est donc un outil de la décision qui a été créé par l'IFV et qui avant était encore en cours d'expérimentation, pré-commercialisation. Et à partir de cette année, il va être commercialisé et je crois que les chambres d'agriculture sont un relais dessus. Peut-être, Étienne, tu es même plus au courant que moi, puisque moi, je fais que de l'expé. Oui, en fait, bon, il va être accessible en prestation. La Chambre va accompagner à l'utilisation de DeciTrade et donc on pourra y accéder via une prestation des chambres d'agriculture. Donc, renseignez-vous auprès des conseillers. On est en train de le mettre en place là. Je n'ai pas le tarif en tête, mais on peut y accéder et donc avoir accès à ce module via la Chambre d'agriculture. Ensuite, il y a aussi possibilité de l'acheter via notamment l'achat d'une station Winat. Je sais que quelques personnes ont ça. C'est toujours en cours, ça, Nicolas? Je ne sais pas, mais oui, je pense, oui, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de pouvoir que DeciTrade puisse s'adapter en fait aux données météo que vous recevez, etc. Donc, soit effectivement, vous passez avec la chambre, avec les conseillers, soit sinon, si vous allez il y a un site internet sur DeciTrade, il doit y avoir un formulaire de contact ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez plus d'infos, je pense que ça retombe directement dans la boîte mail d'Alexandre Davy ici, donc il sera content, il pourra vous répondre directement. Ensuite, il y a une question sur les substances de base qui sont non listées. Sont-elles de fait interdites? Bon, je pense que oui, mais tu peux répondre plus officiellement si tu veux. Alexandre? Nicolas, pardon. Sur lesquelles… Les substances de base non listées sont-elles… Ah oui, oui, théoriquement, oui. Hein, c'est tout ce qui est pas listé n'est pas autorisé. Hein. Donc, effectivement, il faut faire même attention parce qu'il y a des substances de base qui sont homologuées, mais pas pour la vigne. Donc, c'est compliqué en fait. Hein, et le gros souci, en fait, c'est que personne ne fait les dossiers d'homologation puisque ça ne rapporte rien, puisque les gens après peuvent se servir directement avec du vinaigre ou je ne sais pas quoi, vous allez l'acheter au supermarché. Donc, l'idée, c'est que notamment l'ITAB, donc l'Institut technique pour l'agriculture biologique, fait un gros travail de bibliographie, de prise de référence, etc., pour monter des dossiers au niveau européen et faire autoriser un maximum de substances et d'usages aussi pour les différentes cultures. Mais effectivement, si elles ne sont pas listées, elles ne sont pas autorisées. Après, il y a une question sur la réussite de certains vignerons girondins à 2 kg de cuivre métal, avec moins de 2 kg de cuivre métal. Et donc, n'y aurait-il pas un moyen d'essayer des essais plus ambitieux sur la réduction de dose de cuivre? Moi, je vais répondre en partie. Effectivement, on peut aller sur des réductions encore plus importantes. Ça sous-entend des prises de risques aussi plus importantes et souvent aussi, ça s'accompagne de mesures prophylactiques et de tout un lot de critères qui permettent de réduire les doses de cuivre. Mais après, l'objectif des essais, c'est aussi d'avoir des choses qui soient reproductibles à plus grande échelle sur un nombre plus important d'agriculteurs avec des prises de risques mesurées et avec des rendements corrects. Parce que quand on descend en dessous de 2 kg de cuivre métal, ça peut être faisable certaines années, on va dire assez facilement, en tout cas en travaillant un petit peu, mais des années un petit peu plus difficiles, ce qui reste en dessous de 2 kg de cuivre métal, souvent c'est aussi suivi de résultats de production qui ne sont pas à la hauteur de ce que recherche une exploitation. Et juste pour compléter, sur les essais qu'on a présentés, quand la saison nous l'a permis, on a fait quand même 1,5 kg en fait, au final, sur nos modèles. Mais on travaille quand même, on travaille en fait finalement avec ce qui se passe chaque saison. Et pour répondre vraiment à la question, Nicolas et moi, oui, si on peut arriver à proposer des stratégies qui permettent de descendre systématiquement en dessous de 2 kg de cuivre et tout en vous garantissant une qualité de protection qui vous fasse faire le rendement et un bon vin, mais on sera ravis. Mais on veut essayer d'être le plus ambitieux possible, mais tout en permettant, ce que disait Étienne, le rendement et la qualité. Ensuite, il y avait une question sur… Parce qu'il y a souvent des grosses performances. Attends. Il y a des grosses performances au niveau de la quantité de cuivre, souvent dans le Sauternes ou comme ça. Mais bon, il faut voir que avec du Sémillon et du Sauvignon, ça résiste quand même beaucoup mieux au milieu, donc c'est plus facile. Et quand il y a un objectif de rendement qui est de 25 hectos ou 30 hecto-hectares avec 5 ou 6 000 pieds,
voilà, on peut se permettre peut-être de prendre plus de risques et de réduire la dose de cuivre. Donc, il faut toujours comparer ce qui est comparable aussi, je pense. Ensuite, y a-t-il des raisons de diminuer le soufre? Alors, moi, je peux y répondre aussi. Oui, simplement pour des histoires de coûts et puis éviter de balancer des produits quand on sait qu'on peut faire avec moins. Il y a quand même des raisons aussi plus globales environnementales. C'est-à-dire que si là, tout le monde commence à utiliser à nouveau du soufre, on risque de retrouver les problématiques qu'on a eues il y a des années sur les pluies acides avec ce soufre qui va se volatiliser et va rentrer dans l'atmosphère. Donc, si on peut éviter d'en utiliser de trop, voilà. Après, on n'est effectivement pas limité au niveau réglementaire, mais ça n'a aucun intérêt de balancer des doses extrêmement importantes, des 12,5 kg de cuivre métal, de soufre, pardon, excusez-moi, quand on sait qu'on tient très bien avec du 3-4 kg sur un traitement. Et enfin, il y a aussi une question sur les mesures prophylactiques qui avaient été menées sur les essais. Alors, les mesures prophylactiques qu'on va pouvoir mener, nous, sur les essais, ça va être les mesures classiques, c'est-à-dire effeuillage au stade grain de pois sur l'ensemble de la parcelle d'essai. Et après, si le vigneron le réalise, ça peut être voilà, les grappages, des choses comme ça. Mais nous, en tout cas, on n'a pas travaillé sur la mise en place de mesures de prophylaxie autres que l'effeuillage au stade grain de pois. On va travailler par contre à partir de cette année, mais là par contre sur une preuve de concept, on veut voir si de la prophylaxie d'hiver des œufs de milieu, enfin des formes de conservation de milieu, permettrait de réduire la pression petit à petit sur la parcelle et d'améliorer les performances des stratégies biocontrôle. Ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que pour l'instant, quand on en discute avec Séverine et puis avec les autres partenaires aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on veut, on a intérêt de mettre toutes les chances de notre côté, ou même quand on veut faire de la réduction de dose. Donc la prophylaxie de base, j'allais dire l'effeuillage, le rognage, etc., bon, bien sûr équilibrer, faire attention à la vigueur, plein de choses comme ça reste hyper important, aussi bien pour avoir une meilleure efficacité, parce que ça va limiter peut-être la pression des maladies, mais aussi pour que, par exemple, les produits atteignent bien leur cible, notamment les grappes. Là, on a parlé quand même de produits, à chaque fois, c'est des produits de contact, souvent, ou des micro-organismes qu'on veut installer, etc. Donc, si les grappes sont bien accessibles, on va améliorer, c'est sûr, l'efficacité. Donc, ou en tout cas, si on ne fait pas ces choses-là, ces bases de la prophylaxie, on va partir avec un handicap. Donc, ça va moins bien fonctionner. Oui, il est clair que la réduction de dose, ou en tout cas la réduction d'usage des produits phytosanitaires est faisable dans la mesure où les méthodes prophylactiques sont bien là, et plus elles seront présentes, moins on aura à utiliser ces produits. Peut-être une dernière question, c'était, alors c'est pas tellement, mais ça peut être, c'est un petit peu en lien, c'est pourquoi le produit LBG n'est pas homologué en bio? Parce que ce n'est pas un produit naturel, présent naturellement au niveau du vignoble. Et il y a eu des dérogations en Allemagne ces dernières années, mais qui sont maintenant plus en cours pour tester ces produits-là et limiter les quantités de cuivre appliquées. En France, la réglementation bio est stricte et il n'y aura donc jamais possibilité d'avoir ce produit-là qui est finalement issu de synthèse. Et il y a effectivement un problème, c'est qu'il existe naturellement, certes, mais son produit de dégradation fait l'acide phosphoreux qui, on ne peut pas détecter une différence réellement entre l'acide phosphoreux qui proviendrait d'un phosphate d'aluminium et puis d'un LBG. Donc, ça deviendrait un petit peu compliqué, et puis surtout avec aussi la production naturelle de phosphite et d'acide phosphoreux. Donc, effectivement, ce n'est pas vocation à rentrer dans les produits utilisables dans l'agriculture biologique. Voilà, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Il y en a qui ont été répondues après en cours de route, donc je ne suis pas revenu forcément dessus. S'il n'y a pas d'autres questions là immédiatement, je vais attendre 2-3 secondes. S'il y en a qui veulent… Ah, ben voilà, il y en a qui en posent. Attendez, par contre, je ne retrouve pas où est… Ça doit être tout en bas, non? Non, même pas. Non, ça n'arrive pas dans l'ordre. C'est un petit peu… Dans ce cas, pourquoi le faux-éthyle n'est pas biocontrôle? Dans ce cas, le faux-éthyle n'est pas biocontrôle. Oula. Eh bien, c'est la même…
Ah oui, le faux D'ailleurs, éthyle. le faux éthyle, c'est le faux éthyle aluminium. Après, il y a des phosphites de potassium et de sodium qui sont effectivement biocontrôle. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est biocontrôle qu'on est utilisable en agriculture biologique. Hein. Ça a rien à, enfin, il y a beaucoup de produits effectivement qui ont les deux possibilités, mais normalement, ça n'a rien à voir. Les deux listes sont indépendantes. Et donc, il y a quelques produits qui sont biocontrôle, qui ne sont pas utilisables en bio. Et il y a des produits utilisables en bio qui ne sont pas biocontrôle non plus. Donc, c'est normal. Et pourquoi Et le faux éthyle n'est pas biocontrôle? Parce que le faux éthyle, alors là, pour le coup, c'est vraiment une molécule de synthèse de faux éthyle aluminium et peut-être que les produits de dégradation de, je sais pas, peut-être l'aluminium, les choses comme ça peut avoir des effets sur l'environnement notamment. Ouais, c'est l'aluminium, en fait. C'est un LPG avec de l'aluminium, grosso modo. En fait, c'est un gros raccourci. Et là, s'il y a Oui. des scientifiques, ils vont peut-être hurler. Mais c'est un même produit, c'est un phosphite avec de l'aluminium. Et là, c'est l'aluminium qui fait qu'il n'est pas biocontrôle. Voilà. Bon, ben, je pense qu'on a répondu à tout. Merci, merci de vos interventions. Si vous avez des questions, ben, vous avez les coordonnées de toute façon sur le site du SBBNA de tous les intervenants. Donc, voilà, vous pourrez revenir vers ces personnes pour poser des questions éventuellement. Anne, tu veux dire un mot? Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Oui, tout à fait, Étienne. Merci beaucoup pour l'animation. Merci aux différents conférenciers et intervenants d'aujourd'hui. C'était très riche et le nombre de questions montre aussi l'intérêt du public. Donc, bravo à vous. Je tiens aussi à remercier tous les intervenants au cours de cette semaine. Donc, les vignerons qui ont accueilli les visites terrain, les municipalités qui ont accueilli les dégustations et aussi notamment Planète Bordeaux. Tous les intervenants aussi à ces visites et ces dégustations, bien sûr au webinaire. Également, tous ceux qui ont participé à la publication de fiches pratiques que vous pourrez retrouver sur le site des journées techniques avec le replay des webinaires, mais aussi des vidéos sur des thèmes qui n'ont pas été abordés forcément en visite terrain et en dégustation et au cours des webinaires. Donc, il y a beaucoup de sources et de contenu sur le site des journées techniques. Vous allez dans l'onglet médiathèque et vous allez tout trouver en téléchargeable. Le replay des webinaires sera aussi disponible à cet endroit-là au courant du mois de février. Je vais remercier le public, hein, bien sûr, qui a été nombreux. Aujourd'hui, vous étiez plus de 90 à ce webinaire. Donc, voilà, ça montre que ces sujets sont vraiment source d'intérêt pour beaucoup de monde. On remercie bien sûr les financeurs et les mécènes qui nous ont bien soutenus pour réaliser ce petit pari de passer en format mixte, digital et présentiel ces journées techniques. Mais on tenait vraiment à les faire, donc on est ravis que ça ait pu se tenir. Et donc, rendez-vous maintenant pour la prochaine édition en 2023. Mais d'ici là, voilà, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur le site qu'on animera tout au long des mois à venir. Et puis, bien sûr, toutes nos structures co-organisatrices, donc Bio Nouvelle-Aquitaine, AgroBio Périgord, l'IFV, Interbio, la Chambre et Vigneron Bio Nouvelle-Aquitaine. On est là pour répondre à vos questions d'ici là, donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez toutes les coordonnées sur l'annuaire en ligne du site des journées techniques, comme a dit Étienne. Et je pense que j'ai tout dit. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci.